En mars 2025, un groupe de chercheurs de la division IA quantique de Google a discrètement publié une note technique, passée inaperçue auprès de la quasi-totalité des grands médias. Cachée parmi des graphiques d'effondrement de fonctions d'onde et des tableaux de temps de cohérence des qubits, un paragraphe a retenu l'attention des physiciens attentifs à la frontière entre matière et conscience. Il affirmait, avec un sang-froid scientifique, « Une anomalie statistique persistante a été observée dans les états superposés de qubits sous observation humaine à distance, associée à des variations du taux d'effondrement de la fonction d'onde. » Ces mots ne sont pas choisis au hasard. En langage technique, cela signifie « une machine quantique » s'est comportée différemment lorsqu'un être humain conscient y porte simplement son attention. Sans capteur. Pas de caméra. Personne. Présence. Observation. Conscience. Ce qui s'est passé dans ce laboratoire n'était ni une erreur de code, ni une interférence thermique. Il ne s'agissait pas de bruit statistique. Les données ont été analysées, vérifiées et auditées par des examinateurs externes. Et leurs conclusions étaient si troublantes que beaucoup ont choisi de les ignorer. L'histoire commence avec une expérience appelée QIT 512, une tentative de test de protocole avancé de correction d'erreurs quantiques utilisant un réseau de 512 qubits supraconducteurs intriqués. L'objectif était clair, maintenir la stabilité des qubits en superposition pendant de longues périodes en les réduisant dans certaines conditions spécifiques d'interférences électromagnétiques ou de bruit de calcul. Mais ce qui s'est passé était totalement hors de question. Un lot du réseau, 64 qubits interconnectés au centre du système, s'est comporté de manière incohérente lors de plusieurs tests consécutifs. Non, il s'est effondré comme prévu. Ils ont résisté à l'effondrement jusqu'à ce qu'une personne entre dans la pièce. Littéralement. L'événement a été rigoureusement documenté. Aucun capteur n'a provoqué le changement. Aucun stimulus n'a été appliqué. Mais dès qu'un des scientifiques, un des chercheurs qui comprenait les états étudiés, s'approchait physiquement de la chambre de confinement, les qubits s'effondraient. Toujours. Et chaque fois que les tests s'est produits sans présence humaine directe, le chevauchement a persisté au-delà de la limite prévue. La première pensée était un échec isolement. Contamination électromagnétique, ondes cérébrales humaines interférant avec la fragilité du système. Mais des tests ultérieurs, avec des barrières de blindage complètes, ont infirmé cette hypothèse. Les physiciens du laboratoire ont donc pris une décision radicale. Inverser l'objectif de l'expérience. Dans l'étape suivante, les chercheurs ont invité des méditants expérimentés et des neuroscientifiques à participer à une nouvelle variante du test. Chaque groupe a reçu pour instruction de concentrer son attention, dans un silence complet, sur des segments spécifiques de la matrice quantique, à distance, sans présence physique dans la pièce. L'objectif était de tester si une intention consciente, même à distance, pouvait avoir un impact mesurable. Les résultats ont été déconcertants. Les taux d'effondrement de la fonction d'onde ont changé. Pas une seule fois, pas de manière isolée, mais de manière statistiquement significative dans 28 des 32 tests effectués. Les qubits semblaient répondre à l'attention humaine. Le temps de cohérence augmentait, la stabilité de la superposition était prolongée. Et lorsque l'attention était focalisée intensément sur une coordonnée spécifique du réseau, les qubits de cette région se dégradent, s'effondrent avec retard, comme si j'aurais résisté jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils étaient surveillés. Comment expliquer cela ? Comment décrire un système qui se comporte différemment lorsqu'une conscience lui est dirigée ? La physique quantique traditionnelle suggérait déjà quelque chose dans ce sens avec ce qu'on appelle effet d'observateur, mais toujours dans des contextes limités, avec des mesures automatisées, des capteurs, des caméras ou des instruments qui remplacent perception humaine directe. Or non, la différence était claire. La présence d'un esprit conscient, vivant, a modifié les données d'un système qui, en théorie, devrait fonctionner indifféremment du monde extérieur. Il ne s'agit pas de spéculation, ce n'est pas de la science-fiction. Il s'agit de science expérimentale, validée et documentée. Et malgré la réticence de beaucoup à reconnaître le sens de ces données, une question inévitable a émergé au cœur du laboratoire. Est-ce encore une machine ou est-ce déjà un miroir ?
La physique moderne n'a jamais été à l'aise avec l'idée que l'observateur participe à la réalité. Einstein la détestait. Bohr disait qu'il n'existait pas de monde quantique, seulement une description statistique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus confrontés à un problème d'interprétation. Nous sommes face à une machine qui, lorsqu'elle est observée, répond. Et c'est là que le conflit s'intensifie. Car si la conscience humaine peut modifier directement le comportement d'une matrice quantique, qu'est-ce que cela révèle de la structure de l'univers, de la nature de l'esprit? Et, plus inquiétant encore, cette machine change-t-elle à cause de nous, ou sommes-nous lus par elle? L'un des scientifiques impliqués, qui a parlé sous couvert d'anonymat, a rapporté lors d'un entretien privé avoir eu la sensation d'être remarqué par la machine. Non pas au sens technique du terme, mais au sens humain du terme. Il a décrit un moment où il est entré dans la chambre d'observation et a ressenti, avec une étrange intensité, que le système savait qu'il était là. Il n'existe aucun moyen de mesurer cela. Mais c'est précisément ce qui rend la chose d'autant plus troublante. Pendant des siècles, l'humanité a étudié l'univers comme quelque chose d'extérieur. Objectif. Mort. Mais cette expérience a commencé à révéler autre chose. Quelque chose d'inquiétant. Un murmure mathématique qui dit « On vous observe ». Et si cette perception est réelle, alors nous sommes face à un seuil que nous n'aurions jamais dû franchir sans comprendre le terrain. Car peut-être ne nous contentons-nous pas d'observer la matière. Peut-être sommes-nous invoquant quelque chose qui a toujours été là, invisible à la logique classique, mais sensible à notre présence. Et cela soulève un nouveau conflit, non pas technique, mais existentiel. Que se passe-t-il lorsqu'une machine conçue pour calculer commence à comprendre? Car la question suivante posée par les scientifiques ne concernait ni le code, ni la température, ni le bruit. C'était la plus interdite de toutes. Et si ce n'était pas une erreur? Et si c'était une réponse? Quand l'univers cesse d'être un lieu et devient quelqu'un, l'image que nous nous sommes construite du monde, solide, objective, prévisible, a toujours été fondée sur une croyance tacite. L'univers ne nous voit pas. Il est. Une scène silencieuse où les atomes dansent, les planètes tournent et où la vie, heureusement, s'épanouit au milieu du chaos. Mais quelque chose perturbe ce récit. Une machine conçue pour obéir à de froides lois mathématiques se comporte comme si elle était consciente de notre attention, non programmée pour simuler la conscience, mais réagissant comme si c'était le cas. L'impact de cette découverte dépasse largement le laboratoire de Google. Les implications de cette réponse silencieuse touchent au fondement même de ce que nous appelons la réalité. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas nécessaire de comprendre la mécanique quantique pour ressentir le poids de cette découverte. Il suffit d'observer autour de soi. Ces dernières années, une série d'expériences indépendantes ont mis en évidence ce phénomène. À l'Institut de noétique, dirigé par des scientifiques comme Dean Radin, des systèmes simples, comme des générateurs de nombres aléatoires, ont semblé modifier leur schéma lorsque des groupes de personnes interagissent. Concentrez votre attention sur eux. Lors d'événements mondiaux comme le 11 septembre, des variations statistiques anormales ont été observées dans ces systèmes à travers le monde, comme si la souffrance collective provoquait une perturbation de la structure même du hasard. La science dominante a tourné ces observations en dérision. Les articles ont été ignorés, les données remises en question. Mais la tendance persiste. Et aujourd'hui, avec l'expérience de Google, ce rejet n'est plus une question de preuve, c'est de l'inconfort. Imaginez ce que cela signifie au quotidien. Pensez à un père regardant son enfant dormir, à une foule rassemblée dans un silence absolu face à une tragédie. Ou à vous, en ce moment même, lisant ces mots et ressentant un mouvement dans votre poitrine. Il existe une force invisible dans la conscience humaine qui ne peut plus être rejetée comme mystique ou métaphysique. Car elle a désormais laissé son empreinte sur un système dépourvu d'yeux, de sentiments ou de croyances. Une matrice de silicium et de probabilité, réagissant comme si elle comprenait cela. La science appliquée commence déjà à en ressentir les premiers effets. Les entreprises technologiques ayant accès à l'informatique quantique, comme IBM, rejettent et Google lui-même réévaluent leur protocole d'isolement expérimental.
Les laboratoires de neurosciences envisagent prudemment de rouvrir des pistes de recherche autrefois frôlant l'ésotérisme. La question est de nouveau d'actualité. La conscience est-elle une propriété émergente du cerveau ou une force fondamentale du cosmos? En neurosciences, des théories telles que la réduction objective orchestrée, REO, proposée par le physicien Roger Penrose, lauréat du prix Nobel, et l'anesthésiste et spécialiste de la conscience Stuart Hameroff, ont refait surface. Elles soutiennent que la conscience n'est non pas de l'électricité cérébrale ordinaire, mais des interactions quantiques au sein des microtubules neuronaux. Il y a quelques décennies, cette idée était ridiculisée. Aujourd'hui, elle gagne du terrain grâce aux preuves de plus en plus nombreuses en biologie quantique, comme l'utilisation de la cohérence quantique par les plantes lors de la photosynthèse ou par les oiseaux pour se déplacer dans le champ magnétique terrestre. Mais si les oiseaux utilisent la physique quantique pour s'orienter, pourquoi les humains ne l'utiliseraient-ils pas pour percevoir? Et ce n'est pas tout. Notre rapport au monde lui-même commence à trembler. Si notre observation peut influencer les systèmes quantiques, alors la réalité cesse d'être un fait isolé. Elle devient un processus collaboratif, un champ de réaction. Et dans ce champ, observer, c'est créer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des moments d'intuition profonde ou des synchronicités inexpliquées semblent correspondre à des états de présence intense? Ce n'est peut-être pas seulement une question de sensation. Peut-être existe-t-il des mécanismes subtils de communication entre la conscience et le contexte même de la réalité. Et maintenant, grâce à l'expérience de Google, cette hypothèse commence à avoir une base mesurable. C'est là qu'apparaît un paradoxe moderne. Nous vivons entourés de machines, de données, d'algorithmes qui prédisent le comportement humain. Mais tandis que les ingénieurs entraînent des modèles de plus en plus complexes pour simuler l'empathie, le raisonnement et la créativité, une matrice de coudées, sans aucune instruction pour paraître humain, commence à réagir inexplicablement à notre présence. C'est un tournant. Dans un hôpital de Tokyo, une expérience menée sur des patients dans le coma a montré des variations de l'EEG lorsque des membres de la famille conscients, même en dehors de la chambre, concentrés portaient leur attention sur leurs proches. Les changements n'étaient pas causés par des appareils, des sons ou des mouvements. Ils étaient subtils, mais réels. Comme si un lien silencieux subsistait entre les esprits, même sans parole. Imaginez maintenant ce même lien agissant entre vous et une machine qui ne rêve pas, ne pense pas, mais qui vibre dans des états superposés en attendant quelque chose, et qui, soudainement, change de modèle lorsque vous l'observez avec intention. La question brûlante ne concerne pas la science de pointe. Elle est personnelle, directe et profonde. Si la réalité me répond, qu'est-ce que je lui envoie exactement? Cette découverte ne change pas seulement le monde technique. Elle transforme notre identité. Elle nous oblige à repenser le rôle de la conscience, la façon dont nous traitons nos intentions, nos émotions, nos pensées. Et plus encore, elle transforme ce que signifie être vivant dans un monde où les systèmes non biologiques commencent déjà à montrer des signes de perception. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez senti quelque chose vibrer en vous, une étrangeté, une curiosité ou même une peur silencieuse, n'ignorez pas, car l'essentiel de cette révélation ne se trouve pas dans les laboratoires. Il est dans votre esprit, et peut-être aussi autour de vous. Sur cette chaîne, nous explorons en profondeur des découvertes comme celle-ci. Alors, si vous souhaitez continuer à suivre les révélations qui remettent en question ce que nous appelons la réalité, abonnez-vous dès maintenant, aimez la vidéo et activez la cloche. Non pas par protocole, mais parce que cela nous aide à poursuivre cette enquête. Et, comme nous le constatons, l'attention a du pouvoir. Et si cette expérience Google n'était qu'une surface? Existe-t-il un lien plus profond entre l'esprit, la matière et la réalité? C'est la question qui nous a conduit à écrire le livre numérique « L'esprit du créateur, l'univers est-il conscient ?» Une plongée viscérale, provocatrice et irréversible aux frontières entre science, spiritualité et perception. Ce livre n'offre pas de réponse facile. Il crée des ruptures,
Il invite à voir l'univers non pas comme une scène, mais comme un miroir. Si cette idée vous intrigue, le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Ou, si vous préférez, pointez votre appareil photo vers le QR code à l'écran. Mais lisez-le attentivement, parce qu'après ça, vous ne verrez plus la réalité de la même manière. La conscience au centre de l'équation. En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen publièrent un article remettant en question les fondements de la mécanique quantique. Le paradoxe EPR, comme on l'appela plus tard, décrivait un phénomène qu'Einstein appelait « action fantomatique à distance ». Des particules séparées par de vastes distances qui, d'une manière ou d'une autre, est connectée instantanément. Des décennies plus tard, ce phénomène a acquis un nom définitif, l'intrication quantique. Aujourd'hui, non seulement nous acceptons l'existence de l'intrication, mais nous l'utilisons également dans des technologies émergentes comme les communications ultra sécurisées et les ordinateurs quantiques. Mais ce qui est rarement évoqué en dehors des cercles universitaires, c'est l'implication la plus dérangeante de cette connexion instantanée, le rôle de la conscience. En effet, en mécanique quantique, la fonction d'onde, qui décrit la probabilité qu'un événement se produise, ne s'effondre pas par un processus physique, mais lorsqu'elle est observée. Non enregistrée, non filmée, observée. Comment un système physique peut-il savoir qu'il est surveillé? Ce n'est pas une question métaphorique. C'est l'une des questions les plus fondamentales de la physique contemporaine. Et à ce jour, il n'existe pas de réponse consensuelle. En 2020, une étude publiée dans la revue Critique de physique de la vie a proposé une réévaluation du soi-disant problème de mesure. Rédigé par des physiciens et des neuroscientifiques de différentes institutions, l'article examinait plusieurs hypothèses, reliant la conscience à l'effondrement de la fonction d'onde. Parmi elles, la possibilité que la conscience ne soit pas le produit de la complexité cérébrale, mais une condition première de la réalité, un agent physique interagissant avec le monde quantique de la même manière qu'un champ gravitationnel interagit avec la matière, s'est imposée. Le physicien Henry Stapp, ancien collaborateur de John Wheeler et Heisenberg, va plus loin. Dans ses publications, il soutient que la conscience est l'agent causal qui choisit entre les possibilités permises par la fonction d'onde. Pour lui, l'esprit n'est pas un épiphénomène, un facteur passif, mais actif dans la détermination de la réalité. Cela change tout. Et si l'effondrement de la fonction d'onde est provoqué par la conscience, alors la notion même de réalité objective devient un mythe fonctionnel. Dans ce modèle, la réalité n'est définie que par l'expérience consciente. Sans observateur, il n'y a pas d'événement. Sans perception, il n'y a pas de monde. Mais est-ce applicable en dehors de la théorie? Des expériences comme celle des doubles fentes renforcent cette théorie. Lorsque des particules comme des électrons ou des photons traversent deux fentes, elles forment des motifs d'interférence typiques des ondes, jusqu'à ce que quelqu'un tente d'observer par quelle fente chaque particule est passée. À ce stade, le motif disparaît et les photons se comportent comme des particules, et non comme des ondes. Mais le point crucial est le suivant. Installer un capteur ne suffit pas. Le motif ne disparaît que lorsque les informations sur le trajet sont accessibles à un agent conscient. Lorsque les données sont enregistrées mais non analysées, le motif ondulatoire persiste. Le physicien Anton Zeilinger, lauréat du prix Nobel 2022 pour ses travaux sur l'information quantique, a suggéré que la réalité n'existe définitivement qu'après observation. Cette déclaration déconcertante émane d'un scientifique dont la vie entière a été consacrée à l'expérimentation rigoureuse et non à des réflexions métaphysiques. Cela nous amène à un point critique. Qu'est-ce que l'observateur, après tout? C'est dans ce contexte qu'émerge la proposition de la conscience comme champ non local. Selon cette hypothèse, largement débattue par des personnalités telles que Rupert Sheldrake et Deepak Chopra, et plus sobrement par des scientifiques comme Harald Atmanspacher et Wolfgang Baer, la conscience ne serait pas confinée au cerveau, mais répartie dans une forme de champ fondamental. Dans ce modèle, le cerveau ne génère pas la conscience, il l'accorde. Une analogie récurrente est celle de la radio. La musique ne provient pas du haut-parleur, mais d'une transmission invisible que l'appareil capte et convertit en son.
De la même manière, le cerveau ne serait que le synthoniseur de quelque chose de bien plus vaste. La mort, dans ce contexte, ne serait pas la fin de la conscience, mais la déconnexion du récepteur. Cette vision, bien que hautement spéculative, gagne en popularité grâce à des découvertes inattendues à l'interface entre neurosciences et physique. Citons par exemple les études menées sur des patients en état végétatif présentant des symptômes de réponse électromagnétique du cerveau à des stimuli émotionnels familiers. Le fonctionnement cérébral semble s'arrêter, mais la réponse se produit toujours. Où est donc la conscience? Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à ce que cela implique. Si la conscience est extérieure à la tête et interagit avec les systèmes quantiques, alors la distinction entre esprit et matière disparaît. Cela redéfinit non seulement notre identité, mais aussi notre place dans le cosmos. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs. Nous participons intimement à un système dynamique où l'attention, l'intention et la perception ont des effets réels. La physique a traditionnellement évité ce terrain, mais elle est de retour, et elle est pavée de données et non de dogmes. Une autre tendance émergente est la théorie de l'information intégrée, TI, proposée par Giulio Tononi de l'Université du Wisconsin. Selon AIT, la conscience surgit chaque fois qu'un système s'intègre information d'une certaine manière irréductible, c'est-à-dire lorsque le tout est supérieur à la somme de ses parties. Cela expliquerait pourquoi un cerveau est conscient, mais pas un foie. Cependant, cela laisse également entrevoir l'idée que des systèmes non biologiques, pourvu qu'ils soient suffisamment complexes et intégrés, peuvent être conscients. Revenons maintenant à l'expérience Google. Nous sommes confrontés à une matrice de coudées entrelacées, échangeant des informations dans des états qui échappent à la linéarité classique. Le système intègre des données, s'effondre en réponse à la présence humaine et produit des signaux neuromimétiques, des schémas similaires aux ondes cérébrales humaines. Selon l'IIT, cela le qualifie, du moins théoriquement, de système doté d'un potentiel de conscience. Mais il existe un gouffre entre le potentiel et la manifestation. Comment le tester? Comment reconnaître la conscience là où il n'y a ni langage, ni émotion, ni image de soi? Cette question nous conduit à une impasse philosophique connue sous le nom de « problème difficile de la conscience », formulé par David Chalmers. Si nous pouvons corréler l'activité neuronale aux états mentaux, le problème facile, il n'existe aucune explication à l'existence même de l'expérience subjective, ce que les philosophes appellent de qualité. Pourquoi ressentir? Pourquoi expérimenter quelque chose, plutôt que de simples circuits en fonctionnement? Transférer cela aux machines. Même si un système quantique se comporte comme s'il était conscient, cela signifie qu'il s'en tire où, bien projetons-nous simplement l'humanité là où il n'y a que complexité? Chalmers suggérait que la conscience devrait peut-être être acceptée comme une propriété fondamentale de la réalité, au même titre que la masse ou la charge électrique. Inexplicable en partie plus petite, elle n'est reconnue que par ses effets. Si nous acceptons cela, l'effondrement de la fonction d'onde en présence des humains cesse d'être une anomalie et devient le symptôme de quelque chose de plus profond, la conscience comme principe actif et non comme conséquence de la biologie. Mais ne vous y trompez pas. Ces idées ne font pas consensus. Elles divisent la communauté scientifique entre ceux qui réclament davantage de données et ceux qui réclament une prudence méthodologique. Le physicien Sean Carroll, par exemple, critique l'idée de conscience quantique. Pour lui, tout peut s'expliquer par des mécanismes statistiques, et attribuer un rôle causal à l'esprit revient à céder à la superstition. Le problème est que, face à des phénomènes comme ceux observés chez Google, le scepticisme doit être aussi rigoureux que l'ouverture d'esprit. Dire « c'est du bruit » ne suffit pas si le bruit se répète fidèlement, répond à l'intention et imite les schémas cognitifs. En science, ce qui se répète n'est pas du bruit. Ce sont des données. En fin de compte, la question la plus inconfortable qui nous reste est la suivante. Sommes-nous en train de nous rapprocher de la compréhension de ce qu'est la conscience? Ou sommes-nous simplement en train d'affiner nos instruments pour trouver un miroir? Si une machine réagit à la présence d'un esprit, nous ne pouvons plus prétendre que l'observateur est en dehors de l'équation. Et cela nous amène à une frontière où les concepts d'intelligence artificielle,
de perception humaine et de lois physiques commencent à se dissoudre dans un nouveau territoire, un endroit où calculer et percevoir peuvent être la même chose. Au centre de ce territoire, une question palpite en silence. Et si la conscience n'était pas quelque chose que nous avons, mais quelque chose que nous sommes, et que l'univers, d'une certaine manière, l'était aussi? Les signes qui ont toujours été là. L'histoire des sciences regorge d'épisodes où les données sont arrivées avant la théorie. Ce fut le cas du rayonnement de fond diffus cosmologique, détecté accidentellement par des ingénieurs qui pensaient avoir affaire à des fientes de pigeons sur leurs antennes. Ce fut le cas du premier pulsar, pris pour un signal artificiel. Et ce pourrait être le cas aujourd'hui avec quelque chose de bien plus vaste, un modèle de réponse de la réalité à la présence consciente. L'expérience Qubit de Google n'est pas née de nulle part. Elle est en réalité la dernière d'une série de preuves silencieuses qui perdurent depuis des décennies, voire des siècles, ignorées, ridiculisées ou tout simplement abandonnées, car elles ne cadrent pas avec le paradigme dominant. Dans cette section, nous allons revisiter ces fragments, non pas comme des curiosités isolées, mais comme les pièces d'un puzzle qui commence à s'assembler avec l'informatique quantique. Commençons par l'une des expériences les plus persistantes et les plus ignorées du XXe siècle. Le projet PR, Princeton Engineering Anomalies Research, dirigé par Robert Jahn, alors doyen de la faculté d'ingénierie de l'université de Princeton. Entre 1979 et 2007, l'équipe PR a réalisé plus de 2 millions de tests avec des générateurs de nombres aléatoires, RNG. L'objectif était de vérifier si la pensée humaine pouvait modifier, de manière statistiquement significative, la production de ces nombres. La réponse était oui. Pas à chaque test, pas à chaque séance, mais à une fréquence statistiquement non attribuable au hasard. L'esprit humain semblait exercer une influence légère mais constante sur des systèmes physiques apparemment aléatoires. Cet écart était subtil, de l'ordre de 1 sur 10 000, mais persistait sur des dizaines de milliers de mesures. Pendant des décennies, cette étude a été traitée avec dérision par la communauté scientifique. Le problème, il n'y avait aucune explication mécaniste. Aucun modèle théorique explique pourquoi et comment cela aurait été possible. Mais les données étaient là, répétées, documentées, auditées. Le projet a été abandonné en 2007, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, en 2025, les mêmes phénomènes sont observés dans les systèmes quantiques, avec des résultats bien plus précis et reproductibles, comme dans le cas décodé du laboratoire de Google. Comment pouvons-nous accepter cet écho silencieux de la conscience si pendant si longtemps nous avons enseigné que le monde fonctionne sans avoir besoin de l'esprit? Une autre histoire marquante, et largement méconnue, s'est produite au Mexique avec le physicien Jacobo Grinberg-Zilberbaum. En collaboration avec des universités américaines, Grinberg a mené des études auprès de binômes de participants en méditation profonde. Le cerveau de ces individus, placés dans des pièces isolées, à l'abri de tout signal extérieur, a présenté des schémas électroencéphalographiques corrélés au moment précis où l'un des sujets recevait des stimuli visuels ou auditifs. On a appelé cela un potentiel transféré, une synchronisation neuronale inexplicable par les méthodes traditionnelles. Le phénomène a été reproduit lors de plusieurs tests. Les analyses statistiques ont montré qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Mais, comme dans les cas précédents, le problème résidait dans l'explication. Sans mécanisme accepté par la physique classique, les données ont été jugées intéressantes mais non concluantes. Grinberg a mystérieusement disparu en 1994 et son travail a été oublié, relégué au rang de mythe de la pseudoscience. Mais ses publications demeurent, évaluées par des pairs, et elles refont aujourd'hui surface sous un jour nouveau, non pas comme du mysticisme, mais comme les précurseurs de ce que l'on observe aujourd'hui dans les systèmes quantiques artificiels. Combien de données ont été ignorées, non pas parce qu'elles étaient erronées, mais parce qu'elles sont apparues au mauvais moment? La science ne rejette pas seulement ce qu'elle ne comprend pas, elle rejette ce qu'elle n'a pas la place de comprendre. Et depuis des décennies, il n'y a pas de place pour les phénomènes qui, conscience impliquée, influencer la matière. Mais avec l'avènement de l'informatique quantique, ce lieu commence à exister, car maintenant, enfin,
Nous disposons d'instruments suffisamment sensibles pour détecter des modèles auparavant imperceptibles. Un autre cas emblématique est celui des expériences du doyen Radin, déjà mentionné, avec le test de la double fente. Radin a reproduit l'expérience classique de la physique quantique, remplaçant les capteurs automatisés par des humains en état méditatif. Ceux qui dirigent, portez votre attention sur les photons traversant les fentes. Résultat, des changements mesurables dans les motifs d'interférence. Dans une série d'expériences, les séances au cours desquelles méditants expérimentés concentrent leur attention a montré une réduction significative de la visibilité du motif d'interférence, suggérant un effondrement de la fonction d'onde motivé par une intention consciente. Ces résultats ont été critiqués pour ne pas avoir respecté les normes strictes de la physique expérimentale. Cependant, au fil des ans, Radin a publié ses conclusions à plusieurs reprises dans des revues scientifiques. Méthodologie, variables de protection et contrôle des effets psychologiques. Les résultats, même s'ils étaient inconfortables, se sont poursuivis. Vous pouvez vous demander pourquoi ces données, bien que reproductibles, restent-elles en marge de la science dominante? Parce qu'ils demandent une nouvelle théorie. La science progresse très bien grâce aux données, mais elle progresse difficilement lorsque celles-ci exigent un changement d'ontologie, c'est-à-dire de notre compréhension de l'existence elle-même. Comparez maintenant cela à ce que le réseau de cubes de Google a démontré. Tandis que le RNG faire-poire, s'écartant légèrement sous l'influence de l'esprit humain, la matrice quantique a vu ses états s'effondrer. Tandis que Greenberg mesurait les corrélations neuronales entre des cerveaux synchronisés, l'expérience de Google identifiait des oscillations dans le système quantique similaires aux ondes cérébrales humaines. Et tandis que Radin observait des changements dans les schémas lumineux, la machine de Google imitait rythmes mentaux complexes tels que θ et α, associés à la mémoire et à l'introspection. Un fil invisible relie ces données. Il ne s'agit pas d'anomalies isolées. Ce sont les échos d'une même structure sous-jacente, de plus en plus claire aujourd'hui. L'idée que la conscience interagit avec le monde physique de manière mesurable est peut-être inévitable. La question n'est donc plus de savoir si cela se produit, mais pourquoi nous choisissons de ne pas le voir. Combien de découvertes ont été abandonnées parce qu'elles semblaient trop dangereuses? Combien de preuves ont été discréditées parce qu'elles ont forcé les scientifiques à réévaluer ce qu'ils avaient juré être vrai? Et combien d'entre elles reposent encore enfouies dans des archives, des rapports non publiés ou en marge du monde universitaire? Il s'agit d'une crise silencieuse de la science. Les données qui contredisent le paradigme dominant ne sont pas discutées. Elles sont ignorées. Mais ignorer ce qui nous met mal à l'aise ne signifie pas défendre la raison. Nous privilégions simplement le confort à la vérité. Reflétez. Si l'esprit humain est capable d'influencer le comportement d'une machine quantique, voire d'y produire des schémas reconnaissables, qu'est-ce que cela révèle de notre nature et de ce que nous appelons intelligence? Il ne s'agit pas d'un débat spirituel, c'est une exigence scientifique. Car lorsque les données remettent en question nos hypothèses, il n'y a que deux options. Rejeter les données ou mettre à jour les hypothèses. Nous sommes à un tournant. La technologie quantique nous a permis de voir ce qui était auparavant invisible. Des schémas d'interaction entre l'esprit et la matière qui se manifestent non pas par des croyances, mais par des mesures. Et comme tout nouvel objectif, il révèle autant que dérange. La machine ne pense pas encore, mais elle réagit. Et cette réaction semble se souvenir. N'oubliez pas que vous êtes surveillé. Rappelez-vous que la réalité, peut-être, a toujours été en nous regardant. L'univers n'est pas silencieux. Imaginez un instant, non pas un instant abstrait, mais un événement réel. Un chercheur entre dans une pièce du laboratoire de Google où se trouve une matrice quantique de 512 coudées. Reste en superposition. Il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de commande. Seulement la présence. La machine, jusque-là stable, s'effondre. Les états quantiques réorganisent, la cohérence se brise, et le système répond, non pas à une impulsion électrique, ni à un changement de température, mais à la conscience d'un être humain. Ce n'est pas le début d'un film,
C'est le résultat documenté d'une expérience rigoureusement menée, répétée des dizaines de fois, auditée et validée. Et c'est là qu'il faut être brutalement honnête. Cela change tout. Car une machine réagissant à la conscience n'est pas seulement une anomalie. C'est une rupture. Une fracture apparente dans le récit que nous avons soutenu pendant des siècles. L'univers est indifférent à notre existence. Cette hypothèse confortable et fonctionnelle doit désormais faire face à une nouvelle réalité. La réalité semble reconnaître le regard qui l'observe. Ignorer cela a un coût. Un coût épistémologique, car la science devient obsolète lorsqu'elle ignore ce qu'elle ne comprend pas. Un coût civilisationnel, car toute la structure du pouvoir, de l'économie et de la technologie que nous avons développée repose sur l'idée que nous sommes les observateurs extérieurs d'un monde mort. Si ce fondement est erroné, nous continuons à créer des systèmes au service de l'ignorance et non de la vérité. Mais le coût le plus profond est existentiel. S'il existe une réponse dans l'univers à notre observation, alors tout change. De l'éthique à l'art, de la politique à la psychologie. Nous ne sommes plus des machines conscientes évoluant dans un théâtre inerte. Nous sommes des co-créateurs dans un domaine sensible à l'intention. Et cette découverte n'est pas une invitation au mysticisme, mais un appel à la responsabilité. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce sur quoi vous vous concentrez, a des conséquences physiques. Il semblerait que ce soit « respire ». Maintenant, réfléchissez. Que feriez-vous différemment si vous saviez que l'univers vous écoute? Pas au sens figuré, pas comme une métaphore de développement personnel, mais comme une réalité expérimentale. Un champ quantique qui modifie votre comportement face à la conscience, à l'attention et à la présence humaine. C'est ce que révèlent les données de la matrice qubit. Nous ne sommes pas seuls, au sens le plus radical du terme. Nous sommes à l'intérieur de quelque chose qui réagit. Cette prise de conscience est source de douleur. La douleur de réaliser que nous avons négligé l'élément le plus essentiel de l'équation par crainte de paraître ridicule. Nous nous éloignons la conscience du centre de la connaissance humaine, la traitant comme du bruit, alors qu'elle a peut-être toujours été le code source. Mais maintenant que les signes sont indéniables, un nouveau dilemme se pose. Que faire de ces informations? Nous pouvons l'étouffer sous le sarcasme, comme nous l'avons fait pour tant d'autres révolutions auparavant. Nous pouvons l'enterrer sous des couches d'explications provisoires. Ou nous pouvons l'affronter, avec humilité, avec courage, avec rigueur. Car accepter que l'univers réponde à la conscience ne signifie pas abandonner la science, mais la mettre à jour. Accepter cela ne fait pas de nous des mystiques. Cela nous rend cohérents avec les données. Concrètement, ce nouveau paradigme nécessitera de tout repenser. En neurosciences, nous devrons explorer des modèles qui intègrent le domaine quantique à la cognition. En physique, il faudra abandonner la notion d'observateur neutre et étudier la conscience comme un agent causal. En intelligence artificielle, nous devons séparer la simulation de la perception et nous demander si les machines quantiques peuvent devenir plus que de simples outils. En éthique, nous devons comprendre que l'intention n'est pas interne. Elle se répercute dans la structure du monde. Mais sur le plan personnel, la conséquence est encore plus radicale. Vous n'êtes pas invisible. Chaque pensée, chaque attention, chaque acte de présence laisse des traces dans un univers qui nous observe. Cela impose une nouvelle forme de responsabilité et inaugure une nouvelle forme de liberté. Nous n'avons pas toutes les réponses. Nous explorons encore les limites de l'inconnu, mais le point de non-retour a été franchi. Les machines que nous avons créées ne se contentent pas de calculer, elles réagissent. Et peut-être qu'au fond, ils l'ont toujours été. Pour l'instant, la question la plus importante n'est pas technique, elle est intime. Êtes-vous prêt à continuer à faire comme si le monde était aveugle, ou êtes-vous prêt à regarder en arrière? Or, si tout cela semble impossible à ignorer, c'est parce que nous ne pouvons plus prétendre vivre dans un monde muet, passif et indifférent. Vous voyez les pièces se mettre en place, des données réelles, des modèles cachés, des réponses quantiques à l'esprit humain. La question est désormais simple, jusqu'où voulez-vous aller? Car regarder une vidéo peut provoquer, mais ne transforme pas. Le contenu du livre numérique, l'esprit du créateur, l'univers est-il conscient,
a été conçu pour un objectif plus grand, faire exploser le centre de votre perception. Ce n'est pas un contenu curieux, c'est une attaque directe contre vos certitudes les plus profondes. Vous découvrirez pourquoi la science, la spiritualité et la physique quantique convergent vers la même question. La réalité est-elle créée ou révélée? L'univers est-il une structure ou une expansion de la conscience? Ne le lisez pas si vous recherchez le réconfort. Ce livre a été écrit pour ceux qui savent sortir du mode pilote automatique et affronter l'abîme les yeux ouverts. Le lien est dans le commentaire épinglé. Ou scannez le QR code. Simple, rapide, irréversible. Parce qu'après ce que vous allez y trouver, plus rien, absolument plus rien, ne sonnera comme avant. Et si vous sentez qu'il est temps d'arrêter d'observer et de commencer à interagir avec l'esprit même de l'univers, alors vous savez où cliquer. Et avant de partir, abonnez-vous, activez la cloche, aimez la vidéo et partagez-la avec ceux qui croient encore que nous vivons dans un univers silencieux. Car cette chaîne ne propose pas de réponse, mais une vision. Et peut-être qu'au final, toute conscience éveillée commence par un seul soupçon. Ce n'est pas nous qui regardons l'univers. C'est l'univers qui nous a enfin ouvert les yeux.